Cuando empezaste la historia, ¿siempre fue la relación padre e hijo o fue el mundo primero y después la relación padre e hijo? C'est venu à peu près en même temps, mais peut-être que le premier désir de l'histoire, c'était de raconter cette relation entre un parent et un enfant. Après, la question de la mutation, cette métaphore fantastique, elle arrivait très tôt, elle était là dès le début, et je pense qu'elle permet de raconter cette histoire plus fort. ¿Y cómo fue que hiciste el mundo, el world building? O sea, ¿empezaste con una Biblia, lo tenías anotado o fue a medida que ibas escribiendo sobre la historia del padre e hijo? Plutôt au fur et à mesure parce que on est au début de cette crise. Ces mutations, elles viennent d'arriver. Donc le monde, quand on commence dans l'histoire, il ressemble beaucoup à notre monde. Et tout l'intérêt, c'est de voir comment ça change, comment le monde il bascule. Donc l'évolution de la relation entre le père et le fils, l'évolution du monde et l'évolution du corps de l'enfant, tout ça c'est progressif et c'est évolutif dans le film. Donc on a vraiment essayé de faire évoluer ensemble toutes les couches de l'histoire. En este tipo de películas semi-apocalípticas toman una historia chiquita para contar lo que pasa en el mundo. O sea, ¿es también en este caso lo que está pasando las mutaciones transcurre en el mundo o solamente en Francia? Oui, pour moi, d'ailleurs c'est précisé au début du film, mais ça touche le monde entier. Et j'avais l'impression que c'était plus intéressant de se dire qu'on est face à une problématique qui est globale, et ensuite on regarde comment ça se passe dans cette famille, plutôt que de resserrer trop. Je voulais que le film parle aussi de la société. ¿Hubo una razón por la que elegiste animales y no alguna enfermedad o zombies que están muy de moda también? Je pense qu'on a aujourd'hui globalement un problème avec notre environnement, il y a une vraie crise environnementale, une vraie crise planétaire, et je trouvais que cette métaphore elle était intéressante parce qu'elle permettait de questionner cette frontière qui est théorique, qui est une frontière inventée par l'homme entre l'espèce humaine et tout le reste. C'est-à-dire que on est la seule espèce la seule espèce animale qui a décidé de se séparer du reste du monde. Donc il y a l'homme et il y a le reste, la nature. Et la nature, elle est là pour nos usages, on l'exploite, on l'utilise, on la commercialise, mais on n'en fait plus partie. Et avec cette métaphore-là, on efface cette frontière et on se rappelle qu'on fait partie d'un ensemble plus large, qu'on fait partie de tout ce qui est vivant autour de nous. Donc ça, voilà, on fait partie du monde animal. Hay estudios que dicen que dentro de miles de años la humanidad va a desaparecer y quedan los animales. ¿Tomaste en cuenta esos estudios científicos también? Oui, je pense qu'on est de passage sur une planète qui est là depuis beaucoup plus longtemps et qui va exister longtemps après nous. Et on est continuellement en train de changer, en train de muter. Moi, je sais pas à quel point l'humanité va disparaître. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va changer. On va devenir autre chose. Quelle forme ça va prendre, je sais pas. Mais par exemple, au début de l'écriture, il y avait une image qui était affichée devant mon bureau, qui était une baleine avec des pattes. Et on trouve régulièrement des baleines avec des pattes dans l'océan, comme si le génome, l'ADN, se souvenait qu'avant d'être un mammifère marin, c'était un mammifère terrestre. Donc je pense que si la nature est capable de se souvenir de ce qu'on a été, elle peut aussi inventer des formes futures inattendues. Donc je trouve que c'est intéressant de se rappeler qu'on est à un endroit très fragile, quoi. Hace unos años, casi 50 años, ¿no? Con el Planeta de los Simios hubo una serie de películas de ciencia ficción que hablaban de la destrucción de la Tierra y que eran reemplazados los humanos. ¿Tomaste esto también como referencia, el cine norteamericano de los 70?
C'est pas un film d'anticipation, le règne animal, ça se passe vraiment aujourd'hui. C'est une sorte d'uchronie plutôt, c'est-à-dire que ça se passe dans le temps présent avec une petite variable très différente. Mais si on regarde les téléphones, les voitures qu'ils utilisent, on est dans le temps présent. Après, le cinéma qui a vraiment compté dans la préparation de ce film, c'est plutôt celui des années 80-90, nord-américain c'est vrai, mais aussi asiatique, même le cinéma des années 2000 coréen. Donc il y a beaucoup de références qui sont de cinéma mondial, quoi. En varias de las críticas hacían referencia al body horror de Cronenberg, ¿no? De cierto. Y yo me acuerdo que Cronenberg actuó en una película que se llama Nightbreed, de Clive Barker, que habla de un grupo de monstruos viviendo afuera de la sociedad, y que en realidad los monstruos son los buenos y los malos somos los humanos. ¿Te acordás de esa película? Pour moi, la première référence, c'était pas Cronenberg, c'était Black Hole. C'est un comic book de Charles Burns. Après, oui, Cronenberg, moi, ce que je trouvais intéressant chez Cronenberg, c'était La Mouche. Parce que dans La Mouche, c'est un des rares films dans lequel la mutation, elle est évolutive, elle est très progressive, elle dure longtemps, elle affecte le corps sur la durée, et c'est presque comme une maladie. Là où la plupart des films fantastiques ont souvent un processus de transformation qui est assez magique. C'est-à-dire que la mutation elle est très rapide, elle advient parce qu'on met un costume, parce qu'il y a la pleine lune et on se transforme en loup-garou. C'est très magique. Et ce que j'aime bien chez Cronenberg, c'est qu'il y a un réalisme, il y a presque quelque chose de scientifique dans son approche du corps. Et ça, moi, c'est un truc dont j'avais besoin pour que le film il soit crédible. Parce qu'on n'est pas dans un univers fantasy Marvel, voilà, on est dans un univers qui est concret, qui ressemble à la France d'aujourd'hui, et ça on y tenait très fort, quoi. Cuando mandaste a diseñar las mutaciones, ¿cómo hiciste para que no sean tanto de terror, sino que haya una empatía del espectador con los personajes? Bah, oui, je crois que l'important c'est les personnages, c'est-à-dire que il faut, c'est évidemment important que la partie genre, la partie fantastique, thriller, il faut que ça fonctionne. L'action, il faut que ça fonctionne. Mais ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est l'émotion et le lien qu'on a au personnage. Je veux d'abord qu'on connecte, qu'on puisse se relier à eux et comprendre leurs enjeux. Donc l'histoire, elle est un peu folle. On a des gens qui se transforment en animaux, mais au fond, le thème, il est universel. La question de qu'est-ce que ça veut dire être père, qu'est-ce que ça veut dire devenir adulte, c'est des questions qui sont universelles. ¿Cómo te consideras como cineasta francés haciendo una película fantástica? Algo que el cine francés no está muy acostumbrado, no hace mucho de este tipo de cine. Bah non, je suis pas d'accord parce que le cinéma français a toujours travaillé la question du fantastique. Depuis Georges Méliès, c'est quand même c'est un des inventeurs du cinéma et la moitié de son œuvre est fantastique. On a eu Tourneur, on a eu plein de gens plein de cinéastes importants qui ont travaillé ces questions-là. Après, c'est juste que depuis les années 90-2000, le cinéma d'auteur français a plutôt une veine naturaliste. Mais il y a beaucoup de gens que ça intéresse aujourd'hui de travailler ces questions-là. Hein, ça va de Julia Ducournau, Juste Philippot. Je suis pas tout seul. On est assez nombreux je pense à essayer de dépasser la question de l'exercice de style, c'est-à-dire de se dire que le cinéma c'est un langage. Et le cinéma de genre il permet de traiter des problématiques contemporaines. On n'est pas obligé simplement de faire un cinéma radicalement d'horreur où on peut aussi mélanger les genres et les registres. Vos mencionaste a Julia Ducournau. Hay una generación de ustedes que quizás están más influenciados por un cine norteamericano y no tanto por el cine francés anterior. Je pense pas que ce soit un tropisme exclusivement nord-américain. Je pense que en tout cas moi les gens que je connais un peu Julia Ducournau, mais les réalisateurs que je connais autour de moi, ils connaissent très bien le cinéma français, ils connaissent très bien le cinéma européen, ils connaissent le cinéma américain au sens large et le cinéma asiatique. Donc c'est pas forcément l'idée, c'est pas forcément de faire des films américains. En revanche, je pense qu'il y a beaucoup moins de limites parce que notre cinéphilie,
elle n'est pas exclusivement française. Alors que peut-être il y a 20 ou 30 ans, il y avait l'idée qu'on était les héritiers de la nouvelle vague et il y avait cette fierté-là très forte qui était sans doute dominante par rapport à tout le reste. Mais aujourd'hui, par exemple, le nouvel Hollywood, le cinéma américain des années 70 a vraiment changé la donne. Je trouve que depuis 20 ans, c'est en Asie que ça se passe beaucoup. Le cinéma coréen, le cinéma japonais m'intéresse beaucoup plus que le cinéma américain, quoi. Ujú. En el último premio César, tu película fue nominada junto con Anatomía de una caída, no tienen nada que ver, son completamente diferentes. ¿Cómo ves es tu película con esa con respecto a lo que es el cine francés en general? Pues son opuestas. Bah, ce qui est réjouissant, c'est de se dire que ce soit Justine ou enfin le film de Justine Triet, Anatomie d'une chute ou Le règne animal, c'est des films qui marchent en salle, qui fonctionnent en salle, que les gens sont allés voir massivement. Alors que c'est des films très différents, soit dans une veine plus naturaliste, soit dans une veine plus fantastique, mais en tout cas c'est des films d'auteurs exigeants, passés par les festivals, etc. Donc ça, moi je trouve ça très porteur d'espoir pour l'avenir, parce que ça veut dire que il y a encore de la place pour un cinéma d'auteurs exigeants en salle et qui réunit aussi du public. ¿Cómo trabajaste la fotografía? Porque muchas de las escenas la luz se filtra a través de objetos. Por ejemplo, cuando está el camión levantado por la grúa, se ve la luz del sol a través del agua y del camión. Y eso pasa en mucho de tu película, ¿no? Que la luz está vista a través de algo. ¿Cómo fue la interacción con el director de fotografía y cuál fue lo que vos querías contar? Je crois que ce qu'on voulait, c'est avoir une image qui intègre toutes les parties toutes les couches de l'histoire. Donc le décor est très important dans ce film parce que c'est l'histoire d'un monde qui se réveille et donc on a besoin de comprendre comment cette forêt va devenir de plus en plus habitée, etc. Donc déjà l'idée c'est de tourner tout en décor réel. Et ensuite, c'est de trouver une matière dans l'image qui fait que les acteurs, les décors et aussi les effets qui soient des effets plateaux réels comme le camion, la pluie, la brume, mais aussi les effets qu'on rajoute derrière, des effets spéciaux, numériques, etc. Il faut que tout ça, ça se mélange et que ça soit absolument organique. Parce que sinon, on passe à côté du sujet du film. Le film, il est autour de cette question du vivant, comment le vivant reprend sa place dans un endroit qui était désert. Donc, on a essayé de faire en sorte d'avoir un rendu presque un peu pellicule, c'est-à-dire très, très vivant, très vibrant, organique, et de jouer sur toutes les strates de l'image. Donc, on essaie d'avoir des premiers plans qui fonctionnent avec qui soient pas décollés des seconds plans. Et c'est vrai que quand on a pour ça on possédait de la brume, il y a beaucoup de brume dans le film, le matin, la nuit, etc. Il y a de la pluie, il y a du vent, et voilà, je trouve c'était important d'avoir un rapport un peu organique au décor. Et moi c'est un truc que j'aime beaucoup par exemple dans le cinéma japonais, ça, chez Kurosawa ou chez Miyazaki, il y a toujours des éléments qui volent, il y a de la pluie, il y a du vent, il y a du mouvement sans arrêt dans le décor. C'est pas des décors fixes avec juste des personnages qui bougent. Et ça donne une matérialité à l'image, quelque chose de concret auquel on peut croire aussi. Uh-huh. ¿Hubo algunas películas que vos le diste a los actores para que vean como referencia? Alors oui, il y en avait, mais c'était pas des films fantastiques. Uh-huh. Ce que j'ai donné aux acteurs à regarder, c'était des films qui traitaient de leurs enjeux intimes. Donc je me souviens leur avoir donné un film de Sidney Lumet qui s'appelle Running on Empty, à bout de course, parce que c'est un film qui est très beau sur la question de la famille. Un film de Ozu qui s'appelle Il était un père. Ouais. Blanco y negro. Ouais. Il y avait Un monde parfait de Clint Eastwood, qui est aussi un film sur l'invention de la paternité. Et si peut-être il y avait The Host de Bong Joon-ho que je voulais qu'il voit, parce que à la fois c'est une histoire de famille, et aussi il y a cette question du fantastique dans un contexte très réaliste. ¿Y cómo trabajaste la relación entre padre e hijo entre los actores? ¿Tuvieron mucho tiempo de ensayo? ¿Fueron juntos a comer, a salir, o fue estrictamente profesional?
Bah, moi, je crois beaucoup au tournage comme une expérience collective. On est tous embarqués dans un truc, dans une aventure qui dépasse le simple fait de filmer des scènes. On vit ensemble, etc. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien tourner loin de Paris, dans des endroits un peu reculés. Là, le film, on l'a tourné dans le sud-ouest, mais du coup, les techniciens ou les acteurs, ils ne rentraient pas tous les week-ends pour voir leur famille. On restait ensemble. Donc, au bout d'un moment, ça joue sur les relations. Et les relations, elles deviennent plus profondes, plus fortes. Donc, c'est vrai qu'en ce qui concerne Romain et Paul, Romain Duris et Paul Kircher, sur cette question de la relation père-fils, c'est pas un truc qu'ils ont inventé de manière théorique, comment je vais jouer le père, quel rapport on aurait, etc. Ça a été très naturel du fait qu'on a passé beaucoup de temps ensemble sur place. ¿Cuántas semanas fue el rodaje? 11 ou 12, mais sur 5 mois. Parce que on a été interrompu par des incendies géants. On a des décors qui ont brûlé, la forêt a brûlé en fait. Ouais. Ah, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estuvieron interrumpidos? 2 mois et demi. Ah, Ouais. o sea, se volvieron y tuvieron que volver de... Une partie est partie à Paris et j'ai dû rester pour chercher d'autres décors. Voilà. Y ese tiempo que estuvieron interrumpidos, ¿cambiaste algo? ¿Te sirvió para pensar Oui. y decir, bueno, lo voy a cambiar, esto vamos para ese lado? Oui, ça a presque été une chance. À un certain endroit, ça a été une chance pour le film parce que ça permet en plein milieu d'un tournage de se poser. Moi, j'ai beaucoup dessiné les décors, les scènes, et je suis rentré plus loin dans la mise en scène. J'ai mis ce temps à profit pour ça. Voilà, donc c'était catastrophique. C'était une catastrophe industrielle, mais avec des petits avantages. Viene Hollywood y te dice, quiero hacer la remake. ¿Aceptás? Ça dépend. C'est pas une porte que je considère comme fermée, mais il faudrait des bons arguments. Voilà. Il faudrait des bons arguments. Faudrait vraiment un projet solide artistiquement, quoi. Parce que moi je l'aime ce film, je l'aime comme il est. Donc je vois pas trop l'intérêt d'en faire un nouveau, à part s'il y a une idée. ¿Y tenés pensado seguir la historia con otra familia, con otras personas, con Francia? On m'a beaucoup posé la question de faire une suite ou un préquel ou une série. On verra. Pour l'instant, en tout cas, moi, l'histoire que je voulais raconter, c'était l'histoire entre un père et un fils, et j'ai l'impression que le film la raconte totalement. Donc, mais on pourrait totalement prendre d'autres personnages, essayer de comprendre comment ils ont évolué, ou revenir à l'origine de cette maladie, essayer de voir ce qui s'est passé au tout début, je sais pas. Bueno, merci beaucoup. Merci.